Tout d'abord, je vous remercie. Je suis fière d'appartenir à Alter, association qui me semble une grande utilité. Je suis particulièrement touchée d'être là au nom de Françoise Rudetsky aujourd'hui. Et ceci a été dit. Euh, cette question porte sur deux genres, la partie justice et la partie santé. Dans le cadre de ce que vous présentez aujourd'hui, je vais me centrer principalement sur la partie santé, sachant qu'il y aurait beaucoup de choses également à voir, mais je davantage cet après-midi. Donc, je vais un peu me positionner différemment en m'asseyant sur tout ce qui a pu être dit sur les aspects cliniques au sens large du terme. Mais ici, je vais avoir une vision économiste des systèmes de santé, c'est-à-dire une économie qui introduit l'éthique, parce que quand on est en économie sur les systèmes de santé, une première chose que j'apprends aux étudiants, c'est qu'on ne part plus sur l'idée qu'on a tous la même dotation initiale, c'est-à-dire on est tous avec le même bagage, mais qu'on a des distinctions, et que ces distinctions sont prises en compte dans les modèles, et c'est ce qui fait qu'il y a intervention du public. Je vais avoir donc pour ce faire, donc je vous dis, je parlerai très peu de la justice, même si quelque part il y a des effets rebours, puisqu'on sait malheureusement que des victimes d'aujourd'hui peuvent devenir des agresseurs de demain. Et donc il y a toute une problématique sur cette vision longitudinale. Donc justement, revenons sur ces effets court terme, long terme. Donc pour la santé, c'est la santé à la fois mentale, qui a été largement vue sur le plan clinique, mais également physique. La perte de poids a été vue, mais quand on a un traumatisme, parfois ce traumatisme touche directement le physique. Et donc, en termes de vision économique, la question c'est quelles sont les dépenses à l'instant T, donc les dépenses physiques et mentales de ce que je peux observer sur un individu qui vient juste de subir un traumatisme, et comment je le fais rentrer dans ce système de santé. Donc, est-ce qu'il rentre effectivement, et on l'a vu à travers les pays, par la voie des spécialistes ou par la voie d'une médecine primaire, médecin généraliste, qui après le réoriente, ce qui n'aura pas le même impact. Parce que dans son suivi, si vous allez vers des spécialistes, ça va être un suivi vu par le spécialiste pour la spécialité donnée, mais qui ne va moins prendre en compte les imbrications que va avoir ce problème lié à ce spécialiste avec d'autres problèmes qui pourront se déclarer plus tard. Et puis, il y a tout ce qui peut se déclarer, ou toutes les implications d'abord entre le court terme, le moyen terme et le long terme, des applications qui vont aussi tout au long de votre vie. Et un autre élément qui a été dit plusieurs fois, le fait que il est possible qu'à l'instant T, on soit capable de réagir. Et donc, en fait, si on n'a pas peu de choses physiques, on est, à l'instant T, peu besoin de suivi mental, peu besoin qu'on se retourne vers le patient, mais ça ne signifie pas qu'il n'y ait pas des détonateurs qui fassent que, dans le plus long terme, on ait besoin de cette santé mentale, cet accompagnement plutôt, cette santé mentale qui prend en compte l'historique de cet individu. Et donc, je reviendrai dessus sur la partie mesurabilité, mais ce qui est important de garder en tête ici, c'est que quand on dit que l'individu peut être capable d'affronter lui-même la situation, eh bien c'est quand on dit ça, on se place à un instant. On ne se place pas sur son cycle de vie qui peut être plus complexe. Et ceci m'amène à ce qu'on peut observer par exemple en espérance de vie. Vous savez qu'en France, on a l'une des espérances de vie la plus longue d'Europe et l'une des espérances de vie les plus longues du monde. À 60 ans, on a 21,4 espérances de vie. Mais on a aussi une espérance de vie en mauvaise santé, c'est-à-dire avec une capacité dégradée de la manière dont on vit. Cette espérance de vie dégradée est l'une des plus importantes d'Europe. C'est-à-dire qu'on vit plus longtemps, mais on vit aussi plus longtemps dans une espérance de vie dégradée. Ce qui met en relief le fait que si on n'a pas cette vision longitudinale, on passe à côté de
quelque chose que la capacité d'aider les individus à traverser des traumatismes. Ceci, donc je reviens en fait maintenant sur qu'est-ce qu'on entend par cycle de vie et pourquoi est-ce que c'est si important. Après tout, je suis économiste, on peut se dire que quelque part c'est la santé qui nous occupe. Donc oui, la santé, elle nous occupe à l'instant T, elle nous occupe aussi sur combien on va dépenser ensuite et comment ça peut être rapporté ou pas à ce traumatisme premier. Et puis, ça peut être lié aussi aux effets d'externalité. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand vous êtes un parent et que vous avez subi un traumatisme, je ne parle pas de l'enfant qui va devenir parent, mais la même chose, eh bien en fait on transmet quelque chose. On va transmettre quelque chose aux générations futures. Donc on a un traumatisme pour nous-mêmes, on suit à travers l'espérance de vie, et puis on a aussi ce traumatisme qui va en fait suivre. Et donc, quand on va s'intéresser également à des dépenses de santé ou au modèle de santé qu'on veut prendre en compte, qu'on veut mettre en place, on a en fait cette double objectif de regarder les dépenses pour la population qu'on a en face de soi, mais également les dépenses à venir. C'est pas une révélation si je vous dis qu'avec le vieillissement de la population, c'est une question de plus en plus d'actualité. Eh bien derrière, quand on pense vieillissement de la population, on a besoin de se dire vers quoi on va aller, vers quel type de soins pour ce vieillissement on va devoir mettre en place. Et donc, on a besoin de savoir quelle est la population, quelque part, de ce demain, mais vraiment demain qui tape à la porte. Donc, il y a cette vision, en fait, d'éducation, mais il y a aussi cette vision de production. À la production à la grosse malle, suivant la vie que vous avez eue. Donc ça peut paraître un peu rude de dire les choses comme ça, mais nous sommes des produits, nous avons un capital humain et nous produisons. Et donc quand on va s'intéresser aux dépenses de santé, ce n'est pas seulement par altruisme. C'est également qu'est-ce que la population sera capable de produire demain, en quelle richesse elle va apporter à ma société de demain. Et une population qui est traumatique et qui n'a pas été résiliente est une population en fait qui va et qui va être moins productive pour ce qu'on en attend demain. Donc il y a un intérêt économique, qui a un intérêt individuel, qui a cette économie, je vous ai dit, qui est liée à l'éthique, mais aussi une économie non liée à l'éthique, une économie purement pure, où on revient aux fondamentaux pleins de l'économie, qui est, on a tous les mêmes dotations initiales, et comment on va pouvoir fournir cet effort. Et cet effort, si elle est entachée par des éléments exogènes, qui sont ces traumatismes qui peuvent être exogènes ou endogènes, le poids de la famille, qui va venir en fait vous bercer dedans, eh bien ça va venir en fait altérer votre production, votre capacité de produire, ou ça va orienter ce que vous aurez envie de produire. Donc, ce sont des éléments en fait qui sont pris en compte ou qui, en tous les cas, interrogent quand on s'intéresse au système de santé dans sa globalité. Et donc, quand on pense au système de santé et quand on pense à un système de santé, est-ce qu'il doit être tourné davantage sur du curatif ou du préventif? On sait que le système de santé est tourné aujourd'hui principalement sur du curatif. Dire qu'il faudrait tourner un système de santé sur du préventif, c'est être aveugle au fait que, ok, on prévient, mais il va y avoir aussi du curatif un jour ou un autre. Et donc, on ne peut pas non plus avoir un système qui explose. Si vous avez un système de santé qui n'est tourné que sur du préventif, que faites-vous de tous ces gens qui ont un problème, qui subissent un traumatisme? Un traumatisme peut être un traumatisme de santé. On vous apprend un cancer, vous n'êtes pas préparé. Donc, que devient en fait ce curatif? Et donc, il y a ce lien. Donc, quand on s'intéresse, on ne peut pas dire uniquement le système de santé n'est que tourné que sur du curatif, il faudrait le tourner davantage sur du préventif, parce qu'on voit bien que si pour un politique avec un programme donné à un instant T, ça peut avoir du sens et ça peut avoir pour conséquence de réduire des dépenses, le préventif étant moins cher, en fait, on envoie juste la patate chaude pour des générations d'après, parce que le curatif sera là. Donc, la question sous-jacente, c'est qu'est-ce qu'on veut vraiment soigner et comment est-ce qu'on veut soigner, et est-ce qu'on veut mettre un lien fort entre du physique et du psychique, ou est-ce que on a cette vision qui est vision qui est actuelle, au moins dans les soins lourds hospitaliers, qui est une séparation assez forte
entre ces deux sphères, sans regarder leur relation ping-pong en fait. Hein, c'est pas juste il m'est arrivé un trauma, donc je ferme le physique et je regarde, je ferme le physique et je regarde ce qui se passe après dans le mental ou bien là, mais on voit bien que c'est un effet permanent avec rebond. Et donc il y a cette question en fait de la résilience qui amène en tant qu'économiste à comment je vais mesurer la santé des individus. Parce que moi, je veux bien, ok, j'ai dit tout ça, mais concrètement, c'est très intéressant, probablement, mais j'ai besoin de mettre en place un système de santé et j'ai besoin de connaître le niveau de santé de la population pour savoir quoi en faire. Et donc là, interviennent des indicateurs. Je parlerai après du mesurable objectif, mais je commence par le mesurable subjectif. Donc, des indicateurs, c'est les systèmes de santé. Un des indicateurs qui est très facile à aborder, c'est comment évaluez-vous votre santé. Et cet indicateur a la magie, je vous donne toute une littérature super abondante et si ça vous intéresse, je peux très bien vous aiguiller dessus. Mais cet indicateur est assez magique parce qu'il est tout à fait corrélé à des indicateurs physiques des individus. Donc il est très facile à capturer et en même temps, c'est juste une question avec une échelle de Likert, 5 positions, mais en même temps, il indique beaucoup de choses à ta santé. Le problème, c'est que cet indicateur, il est lié à notre résilience. Il est lié à ce qu'on a vécu. C'est-à-dire que plus quand on a vécu des choses, on devient plus optimiste sur nos systèmes de santé. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que si on met un système de santé qui est basé sur la réponse que l'on a, et à la fin, j'insisterai cette réponse besoin de santé, demande de santé. Mais si on met un indicateur comme ceci, qu'on base un système de santé basé sur une réponse qui est très fort corrélée, on risque d'avoir un système de santé qui va surtout soigner ceux qui n'ont pas été confrontés, en fait, qui n'ont pas eu à faire cet effort de résilience. Donc, on voit la complexité. Parce que d'une part, on peut pas vous faire un check-up tous les matins. Ce serait, si on faisait un check-up, comme on peut l'imaginer avec, par exemple, le service civique à une population donnée, à une classe d'âge donnée, le souci, c'est que, peu de temps après, il peut nous arriver un problème de santé qui ne sera pas répertorié. Et ce serait excessivement coûteux d'avoir ce genre de check-up. Donc, on n'est pas en mesure de commencer de se tourner vers des indicateurs subjectifs de cet ordre, mais on voit leurs limites. Et on voit qu'en fait, elles privilégient justement ces populations qui ne subissent pas ces traumatismes. Donc, ça vient en opposition avec tout ce qui a été dit tout à l'heure, qui sont justement ces populations qui auraient le plus besoin, en fait, qu'on ait des indicateurs sur le long terme pour prévenir, en fait, les occurrences de choses qui peuvent arriver par la suite. Ceci m'amène à ce qui est mesurable. On a des bases de données qui sont aujourd'hui incroyables. On est en train de construire par mon espace santé des informations historiques sur les systèmes de santé. Ça a été dit en 10 ans, il en manque, on est en plein dedans. En fait, on va vraiment vers cette vision où pour un individu, on va suivre en fait ces informations et on est à même de compléter, si on désire, ces espaces où on peut rajouter de l'information. Et en parallèle, ce n'était pas construit pour ça, mais c'est énormément utilisé en santé publique. On a des bases de données incroyables qui sont les bases sur notre médecine de ville et la médecine hospitalière. Ce sont les données SNIRAM, ce sont des données, en fait, qui donnent des informations incroyables. À chaque fois que vous vous rendez à l'hôpital et que vous sortez votre carte vitale, en fait, vous alimentez cette base de données. Et pourquoi est-ce qu'elle est alimentée? Pourquoi vous me dites, c'est une perte de temps que d'alimenter? En fait, elle est alimentée parce que les professionnels de santé ne sont pas rémunérés s'ils ne rentrent pas ces informations. Donc cette base de données, évidemment, n'est pas alimentée lorsque le psychologue n'est plus remboursé. C'est aujourd'hui qu'une partie remboursée, mais une toute petite, mais où le sophrologue, lui, n'est pas du tout remboursé pour ses activités de santé. Donc ma trajectoire, mon espace santé permet en fait d'avoir cette vision longitudinale et même sur des plans de santé qui échappent à ces remboursements. Donc on est aujourd'hui capable, si je me concentre sur les données SNIRAM, donc sur les données qui permettent d'avoir une vue
complète de ville et d'hôpital, on a cette vision. Il a été noté l'ICD International Comorbidity, mais qui en français est catégorie majeure de diagnostic. Merci. Et en fait qui relève toutes les pathologies. Il était insisté ici surtout les catégories majeures 11 parce que ça correspond aux maladies mentales, mais on a toutes les pathologies. Et comme on a ce lien entre le physique et le mental, on est à travers les données puisqu'on suit en fait les individus. Évidemment, c'est hautement sécurisé. Mais en tant que chercheur et CNRS, j'ai la chance de pouvoir utiliser ces données, donc de suivre les individus et de suivre en fait ces liens dans le temps entre le physique et le mental. Et on a aujourd'hui une durée dans le temps qui est de l'ordre de 30 ans. Donc on peut faire des choses. Alors on n'a pas avec suivi sur 30 ans, hein, on a un suivi qui est plus court, mais sur 15 ans on a un suivi tout à fait correct. Et sur 20 ans on a un suivi. 15 ans on a un suivi tout à fait correct. Sur 10 ans il est plus que performant. Et donc on peut regarder. Et donc on peut faire de l'évaluation. Je répète encore, on peut faire de l'évaluation sur le physique et du mental pour des informations qui sont dans ces bases de données. Donc pas pour des informations qui sont liées à l'individu lui-même et qui échappent au système de santé. Ce qui montre cette relation très étroite entre système de santé et information et capacité d'évaluation, mais aussi capacité de prédiction. Parce que quand on est capable d'évaluer le système de santé, on est également après capable de prédire pour ceux qui vont venir. Et évidemment, ils n'auront pas eu les mêmes chocs, mais malgré tout, on est capable de dire beaucoup de choses sur leur trajectoire de santé pour les années qui vont suivre. Donc, on est vraiment aujourd'hui dans une écriture de la prévention qui est très différente d'il y a 15 ans. On est sur des bases de données qui ont été consolidées avec cette vision de comment est-ce qu'on peut davantage prévenir. Et je crois que la crise sanitaire et ce qui suit avec les pathologies et les alertes sur les maladies psychiques qui remontent font ressortir et donnent lieu à des investissements public important pour aller travailler en fait sur ces relations entre santé physique et santé psychique. Mais bien sûr, quand j'ai parlé de système de santé et les liens, eh bien ça suppose également que le système de santé soit suffisamment outillé, c'est-à-dire qu'il ait en son sein des professionnels qui en soient capables. Et quand on voit aujourd'hui les difficultés pour les professionnels d'agir et le manque de professionnels de santé, eh bien, ça fait totalement écho, en fait, à quel parcours de soins, donc je dis bien parcours de soins, parcours auto-construit par la tutelle, la haute autorité de santé, sur un parcours de soins en fonction du système de soins qui est en place. Qu'est-ce que je peux proposer? Parce que je suis, en tant que tutelle, obligé de prendre en compte l'existence sur mes territoires. Donc même s'il y a ce qui serait idéal de faire, je ne peux imaginer le faire qu'avec les outils et avec les personnes, les professionnels qui sont effectivement disponibles. Donc quand on regarde la disponibilité, on voit le côté embolisé en fait des centres de psychologie, de psychiatrie dans les hôpitaux ou alors en ville. Et la disponibilité excessivement réduite des pédopsychiatres aujourd'hui sur le territoire, on imagine bien qu'entre ce qui pourrait être imaginé par la tutelle comme parcours idéal, et puis ce qui est capable, tout ce à quoi est capable d'avoir accès le patient, sans parler d'inégalité territoriale, on voit bien l'écart qui peut exister. Donc ici, on voit bien en fait qu'il y a tout ce qui a été dit, mais il y a ce qui peut être opérationnel sur l'ensemble du territoire, sans parler après du coût-bénéfice. Parce que quand on veut mettre un système de santé, on est à budget contraint. Alors on n'aime pas ce terme, mais c'est la vérité. Quelle part de nos revenus sommes-nous prêts à consacrer davantage pour notre système de santé?
Si on interroge l'individu, c'est très intéressant parce que si on demande aux individus quelle est votre préférence, ils vont vous dire le système de santé. On aimerait un système de santé plus large, qui nous couvre davantage. Mais maintenant, si on demande aux individus quelle part de votre revenu ou de votre richesse, c'est-à-dire également sur les autres éléments que le revenu que la personne peut avoir, êtes-vous prêt à consacrer? Donc, CSG, je rentre pas dans les anacronymes parce que je m'y perds moi-même. Eh bien, on est limité. À un moment, on peut pas, on arbitre avec d'autres types de dépenses. Et donc, eh bien, la tutelle est dans la même situation. Elle doit également arbitrer entre le budget et les urgences et savoir vers quoi est-ce qu'il faut affecter cette somme d'argent. Et donc, quand on est dans des problématiques qui ne sont pas purement court terme, comme ça a été largement dit, mais qui sont des problématiques qui sont moyen terme et long terme, vous voyez bien la complexité d'aller vers les dépenses de santé dont les résultats, vous allez même pas en tirer les fruits en tant que politique. Parce que ce sera même plus lui qui sera là. Donc, il y a ici quelque chose qui peut rentrer en contradiction. Je vais conclure parce que le temps. Ensuite, il y a l'aspect, et ça a été dit, donc je reviens pas. Là, il y a un aspect qui était en filigrane sur lequel j'aimerais quand même insister parce qu'il joue énormément aussi. C'est la partie isolée ou masse. Ça a été dit plusieurs fois. Quand vous avez en fait des traumatismes qui touchent des masses de personnes, vous avez un potentiel d'action qui est beaucoup plus important, qui vont venir jouer sur les politiques et donc sur ce qui doit être changé dans le système, qui est plus important. Quand vous avez des effets, des traumas qui sont plus isolés, même si tous ces traumas touchent un grand nombre d'individus, mais chacun se sent isolé sur son espace, il est plus difficile d'avoir une action collective et donc de facto de jouer sur ce système de santé. Donc si vous mettez à regard de ça le fait que le système de santé doit allouer les sommes en fonction d'arbitrage, vous imaginez bien que l'arbitrage n'ira pas forcément dans le sens de traumas qui sont plus isolés. Je vais passer tout ce que je voulais dire sur les descendances, mais malgré tout, c'est pareil, ça vient à un effet court terme, moyen terme, mais question de temps, parce que je pense qu'il est important d'insister sur besoin de santé et demande de santé. Le système de santé est basé sur ce que vous observez. Et dans un modèle économique, c'est l'offre et la demande. Et on regarde et l'offre répond à une demande. Et cette demande, elle peut avoir des contraintes budgétaires. Donc l'État peut se substituer, aider cette demande. Mais c'est la demande. C'est-à-dire, c'est la face émergée de l'iceberg, pas immergée. C'est-à-dire, c'est ce qui est exprimé. Quand on a un bien quelconque en économie, vêtements, on exprime cette demande. C'est tout. Tout est vu. On sait ce qu'on veut, on exprime une demande et le prix va faire qu'on va révéler, on va exprimer, on va acheter ou on va pas acheter, on va se confronter sur le marché ou pas. On a une demande qui se confronte sur un marché. La santé, c'est pas vrai. C'est beaucoup plus subtil. C'est le besoin. Le besoin. Le médecin a une vision de votre besoin de santé que vous n'avez pas. Mais vous avez aussi une vision de votre besoin de santé que le médecin n'a pas. Parce que vous n'allez pas forcément lui révéler l'ensemble de vos besoins. Et donc, le besoin est quelque chose que personne n'observe. Mais quelque part, l'État, quand il met en place un système de santé publique, ce qu'il veut rembourser, c'est les besoins. Il veut pas rembourser cette partie de la demande qui ne sert pas. Cette partie qui est une santé confort. Et il ne peut pas distinguer. Malgré les bases de données, il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas distinguer. Et surtout dans le cas de traumatisme. Parce qu'on est dans le subjectif, même si ça a été objectivé ici, on reste dans une partie subjective. Et donc, ça devient tout à fait complexe. Parce que ce qui est dit et ce qui va être dit encore, c'est on veut davantage de prise en charge et de prise de conscience et de prise en charge. Mais en même temps, on est dans la phase immergée. Donc, si on laisse exprimer plus de demandes pour tenter de faire sortir, il est possible que parmi cette demande, il y ait une large partie qui ne soit pas justifiée. Donc, on vient encore plus alourdir ces systèmes de santé qui sont sous contrainte. Donc, vous voyez bien l'importance d'acquérir de l'information et de jouer sur ces bases de données pour être plus proche
de ce qu'on peut appeler besoin de santé. Voilà, c'était pour conclure, on a ici des enjeux thérapeutiques qui sont liés à des contraintes budgétaires de la part des individus, mais dont la résolution à travers un système de santé est excessivement complexe, d'où une réponse du système de santé, outre sa difficulté par rapport à ce ce que lui offre le territoire comme praticien, comme personne professionnelle des soins au sens large, il y a tout ce dilemme entre ce que le système de santé peut être en mesure de prendre en charge. Merci beaucoup et je suis vraiment ravie d'être là.